Bienvenue sur Metal Maniac, un balado d'horreur Québec où je, sous-signé Christophe G, m'entretiens avec des métalleux tripeux d'horreur. Metal Maniac, épisode 9, mesdames et messieurs. Hey, Alex, 9 épisodes. Qui l'eût cru? Ça fly, ouais. Ça va vite, déjà. Ben oui. Puis là, en plus, on a des invités internationaux que j'ai eus en direct des vieux pays, de la France, avec les petits bugs techniques d'Internet overseas. Mais ça ne nous a pas empêché de jaser avec Alexandre Boustillot et Julien Maury. C'est quand même au niveau de la culture horrifique depuis les derniers 15 ans, des pas pires pointures. En tout cas, moi, Quand même, oui. On fait des affaires, on fait des cool trucs. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai pas fait la bio pendant l'épisode, fait que je vais le faire rapidement. Tu sais, bon, pour ceux qui connaissent pas ces deux gars-là, ben, c'est un tandem. Tu sais, c'est un binôme. Ils travaillent ensemble depuis le milieu des années 2000. Ils parlent justement de leur rencontre. C'est vraiment cool dans l'épisode. Mais au niveau des longs métrages, à l'intérieur. Donc, ça, c'était le premier coup de circuit, film très gore, femme enceinte qui veut se faire, dont une femme mystérieuse, jouée par Béatrice Dalle, veut voler son bébé avec des gros ciseaux. Quand même, c'est gore, c'est surprenant, ça pète, il y a beaucoup de rouge. Déjà, tu sais, c'était assez impressionnant comme premier film. 2007, après ça, il y a eu Livide, Aux yeux des vivants, aussi avec Béatrice Dalle, en 2014, qu'on a vu à Fantasia. Ils ont réalisé un des volets de la saga de Texas Chainsaw Massacre. Évidemment, j'ai mis mon chandail, on voit un masque ici, il y a une chaîne en plastique, parce que c'est ma franchise d'horreur préférée. Si je dis franchise at large de tout cinéma confondu, je dirais peut-être Alien, j'en parle souvent, mais horreur pure, moi, je suis pas capable de pas suivre cette franchise-là qui est en dents de scie, évidemment. C'est pas tous les volets qui sont très bons, mais on dirait que j'ai comme vraiment là, un attachement. Peu importe le film, là, je vais trouver du bon dedans. Puis qu'est-ce qui est cool? Bon, puis juste rapidement, ils ont aussi réalisé, les gars, Candisha, que j'ai vraiment aimé, qui est sorti l'an dernier. En fait, il est sorti cette année. Là. Il avait réalisé l'an dernier un genre de Candyman français, en français en plus. Ils ont réalisé aussi The Deep House, un genre de film de maison hantée sous l'eau qui est passé à Fantasia cet été. Donc, beaucoup de films, quand même, en peu de temps. Ils ont eu plusieurs projets avortés. Ils ont travaillé sur Hellraiser pendant plusieurs années. Ça n'a pas fonctionné, un remake. Nightmare on Elm Street, ils se sont fait offrir ça. Ils ont pitché un concept de fou, genre Goonies, à la Goonies, mais avec justement Freddy. Ça aurait été incroyable de voir des jeunes, des enfants pour la première fois, aux prises avec Freddy, qui était un tueur d'enfants à la base. Oui. Mais ça n'a pas marché. Ils ont aussi pitché sur Halloween, Friday the 13th. Tu sais, les gars, là, ils étaient hot. Là. Vraiment, là, Hollywood, là, ils voulaient, puis ils ont pu réussir à faire Leatherface. Puis moi, je les trouve très honorables, Leatherface, même si ils ont eu beaucoup de problèmes. Ils n'ont pas eu le Final Cut, puis ils en parlent justement dans l'entrevue. Puis moi, il fallait que je parle de ça avec eux. Puis on a parlé de tous les films de la franchise Texas Chainsaw Massacre. Donc ça, c'était vraiment le fun de parler de ça avec eux. On a parlé évidemment un peu de métal, parce qu'Alex est métalleux. Donc c'est un peu pour ça que je les inclus là, dans notre programmation. Puis on a parlé comment ils se sont rencontrés, Julien et Alex. C'est vraiment une histoire cool de fans, de journalistes. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment nice. La genèse aussi dans l'intérieur, comment ils ont rencontré Béatrice Dalle. Donc, du gros bonbon. Je me suis amusé, les gars, super sympathiques, on rigolait. En tout cas, j'ai hâte que vous écoutez ça. Mais avant, évidemment, une petite chronique d'Alex qui va nous parler. Tu nous parles de quoi, Alex, aujourd'hui, d'ailleurs? Je ne sais pas de quoi je vais vous parler. Laisse-moi penser. Et non, écoute, en regardant l'entrevue,
En fait, il y a plein de choses qui m'ont Qui aurait pu fonctionner comme qui auraient chronique. pu fonctionner, mais Ben qui oui. m'ont frappé aussi. Puis, bon, d'abord, tu le disais, Alex et Julien, ce sont des réalisateurs français. Fait que c'est sûr que j'ai popé un peu métal français, mais Ben pas oui. juste métal français. C'est sûr que je vais parler j'ai une sélection de 4 bands albums là, qui viennent de France, mais j'ai aussi beaucoup cliqué sur justement, je ne veux pas raconter leur histoire parce qu'ils font très bien eux-mêmes dans l'entrevue, mais la rencontre, le lien, en fait, qui les unit, c'est un peu Mad Movies. Oui. Puis moi, j'ai eu le privilège, quand j'avais à peu près leur âge, de faire un premier voyage en France. J'avais à peu près ça, 13 ans. Ah ouais. Donc, c'est autour des années, début des années 90. Là. Puis, écoute, là-bas, je pense, si ma mémoire est bonne, puis elle ne me joue pas de tour, là, c'est là que j'ai découvert le magazine Mad Movies. Donc, un des premiers Mad Movies que j'ai acheté, c'était en France. Puis c'est un magazine que j'ai consulté là, parce que c'était des voyages de musique avec l'école. Fait que c'était des tournées de 3 semaines qu'on passait là-bas. Fait que c'était ma lecture là, dans T'avais du temps libre, là. Puis j'avais du temps libre, puis je l'ai lu, puis je l'ai relu, puis j'avais la bonne lecture, puis plein de découvertes à faire. Puis j'ai commencé à être pas mal à fond dans le métal. Puis dans ces années-là, début des années 90, il y avait une effervescence au niveau du thrash puis du death metal partout. Là. Il y en avait aux États-Unis, puis il y en avait en Europe. Puis il y en avait en France aussi, des bandes hein, qui rentraient dedans. Il y en avait pas mal en France à cette époque-là. Fait que quand j'écoutais l'entrevue, c'est ça qui se passait. Là, ça fait remonter les souvenirs. Ben oui. Fait un petit côté nostalgique à tout ça. Parfait. Puis l'univers cinématographique aussi de Julien, Alex, c'est assez gore. Tu l'as dit tout à l'heure, on pense à l'intérieur. Fait que je vais commencer avec ma première sélection qui va tout de suite jouer dans ces eaux-là qui sont le gore, l'horreur extrême, avec le groupe français qui s'appelle Benighted, qui est un groupe assez récent, en fait, qui est apparu vers le début des années 2000, je dirais, qui ont plusieurs albums à leur actif, qui font dans le death metal brutal, un peu à la Dying Fetus, puis le grindcore. Puis ce qu'ils font, c'est vraiment très bien foutu, très bien ficelé. C'est des gars qui sont vraiment solides, qui maîtrisent bien le genre, puis qui touchent beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'horreur. Puis un des albums sur lequel je veux attirer votre attention, c'est Necrobreed, qui est sorti en 2017. Puis pourquoi je suggère celui-là, c'est qu'il y a une des pièces de l'album qui s'appelle Leatherface. C'est parfait. Donc, ça tombe en plein dans l'univers de Julien et Alex au niveau cinématographique. Il y a même des extraits, des petits extraits, je pense, qui sont tirés de films aussi dans l'album. Puis sur cet album, il y a 2 titres aussi qui sont chantés en français. Donc, c'est intéressant comme univers. Puis il y a même un autre album, il y a une pochette là, où est-ce qu'on voit une femme qui tient son bébé sur son sein, donc qui est en train d'allaiter, mais c'est le bébé est comme carnivore, je ne sais pas trop, de fait que ça pisse le sang. Ah ouais. Je trouvais que ça avait un petit lien un peu aussi avec justement à l'intérieur. Je trouvais que ça évoquait un peu toute cette espèce d'univers-là. Donc, Benighted, excellent groupe de grindcore, de brutal, de death metal brutal. Ça, pour les fans de Dying Fetus, puis Cattle Decapitation. Je pense que vous allez, si vous ne connaissez pas ça, vous devriez tendre l'oreille vers Yes. Puis moi, l'image que tu as décrite, excuse-moi de t'interrompre, la femme avec son bébé carnivore, ça m'a rappelé un film que j'ai souvent regardé la pochette au club vidéo, puis que j'ai fini par voir à un moment donné, puis j'ai beaucoup ri. Le manoir de la terreur. Ah, ben oui. Avec le fameux... c'est pas un bébé, là, mais la maman lui donne le sein. Hein? C'est supposé être un jeune garçon qui était joué par un adulte de petite taille. Là. Comment il s'appelait déjà? Peter Bark? Peter Bark. J'allais dire Peter Falk, mais ça, c'est Colombo, ça pourra pas. Il avait l'air d'un espèce de mélange entre Dario Argento et un enfant. Il est absolument terrifiant. En tout cas, vraiment, c'est assez particulier. Oui, cette scène-là est assez marquante, effectivement.
Fait que là, on était dans le métal plus moderne. Ouais. Là, je retourne à ce que je disais au départ, là, les années 90, Mad Movies, métal français dans l'univers du thrash et du death. C'est trois propositions, trois bands qui se ressemblent un peu au niveau des genres, puis, mais il y a quand même quelques différences. Fait que le premier, là, j'avais pas d'album avec moi de Benighted, j'ai seulement les albums en numérique parce que je pense qu'ils n'ont pas fait de vinyle. Okay. Si je ne me trompe pas. Fait que je ferai. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, je vais faire apparaître ça. Sinon, première suggestion, c'est un band qui s'appelle Massacra, qui est un band français. Ben, j'ai dit tout à l'heure, c'est un band français. Donc, avec l'album Enjoy the Violence, qui est leur deuxième album de cette formation-là. Étrangement, c'est un groupe qui n'a jamais été bien perçu par la presse française. Ils n'ont jamais été comme bien acceptés par la scène métal française. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Nul n'est prophète dans son pays. Hein? C'est ça qui se passe. Mais il y a vraiment eu une relation houleuse avec la scène métal française et la presse, les critiques là-bas. Pourtant, ils ont connu un succès à l'international, en tout cas en dehors de la France. Et cet album-là, qui dure 35 minutes, est un disque excellent. C'est vraiment straight to the point, c'est tight, c'est bien foutu, c'est vraiment élevé. Puis je te dirais c'est un groupe qui malheureusement n'a pas eu l'exposure qu'il aurait dû avoir, mais on est vraiment, c'est dans la ligue là, de Morbid Angel, Sepultura, Sadus. C'est vraiment un album de qualité. Un genre de trash death, là. Trash death, mais vraiment avec c'est un côté, mais Sepultura plus au début, là, tu sais, l'époque plus caverneux. Un peu à Rise, puis Morbid Angel aussi à ses débuts, puis Sadus aussi, parce qu'il y a un petit côté un peu, des fois, un petit peu technique, là, je dirais. Puis, il me semble qu'il y avait quelque chose que j'avais à dire par rapport à ça. Non, c'est pour le prochain album que j'ai pas en vinyle, mais en cassette. Oh, une belle cassette. C'était Merciless, je ne sais pas si on le voit bien, Abject Offerings de Merciless. À ne pas confondre avec le groupe suédois du même nom. En fait, le groupe français s'appelait Merciless avec un I, mais ils ont changé leur I pour un Y pour se différencier d'un groupe suédois qui était là dans les mêmes années qu'eux. Puis Merciless, en fait, je pense qu'il y a comme 10 groupes qui s'appellent de même, là, mais disons que celui qui vient de France, c'est vraiment cet album-là est à écouter vraiment pour tous les fans de Obituary, Pestilence, Death. C'est vraiment un bon premier album. Les gars ont continué après leur carrière pendant une couple d'années. Cet album-là leur a permis après d'être sur un major, sur un Century, major, disons, sur une plus grosse pointure dans le métal, Century Media, pour l'album qui a suivi. Mais après ça, ils ont eu Century Media, ils ne les ont pas gardés parce que là, c'était l'apogée du grunge, puis vers le groove metal, puis tout ça. Fait qu'ils ont comme un peu laissé ce band-là de côté. Ce qui est intéressant de cet album-là, Abject Offerings aussi, c'est que la réalisation est signée par nul autre que Colin Richardson, qui a travaillé avec Napalm Death, Machine Head, Bolt Thrower, Fear Factory et surtout Carcass. Yes. Un band qu'on aime beaucoup tous les deux. Oui, monsieur. Donc, c'est une super bonne réalisation aussi. C'est vraiment un excellent disque à découvrir. Intéressant. Puis dans le cas de Massacra et Merciless, on est un petit peu aussi dans les univers, là, horreur, des histoires de trucs qui se rapprochent un petit peu à l'univers là, auquel Julien et Alex, là, le tandem de réalisateurs, baignent un petit peu. Puis le dernier album, qui est toujours dans les mêmes années, là, on est toujours dans les début des années 90, c'était 91 pour Enjoy the Violence, 92 pour Abject Offerings, puis l'album dont je vous parlais, de Aggressor, qui s'appelle Symposium of Rebirth. Là, ce que je vous montre, c'est un vinyle qui est une réédition qui s'appelle seulement Rebirth. Je vais vous l'expliquer après pourquoi la pochette est un petit peu modifiée, puis le titre. Mais ce disque-là est paru en 1993. Si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas noté. J'aurais dû le noter, je ne l'ai pas noté, mais je pense que c'est ça. Là, on n'est pas vraiment dans l'horreur. On est plus dans le fantasy, un petit peu épique, tout ça, mais c'est encore un trash death metal là, dans la lignée là, un petit peu des autres bands. En fait, que tous les bands que j'ai nommés, là, on est un petit peu dans les mêmes eaux.
Puis bien bourrin, hein, comme ils disent l'autre bord de la flaque. Là. Bourrin. Oui, oui. Puis pourquoi je le choisis aussi, c'est qu'il y a, sur cet album-là, Symposium of Rebirth, il y a des extraits. En fait, ils ont repris des extraits de la musique de Conan de Barbarian, de Conan le Barbare. Nice. Et il y avait une mention dans l'entrevue, en tout cas, vous allez l'entendre. On parle de Dino De Laurentiis et Raffaella De Laurentiis qui ont produit Conan. Fait que je trouvais qu'il y a aussi un beau petit lien. Un beau petit lien pour ça. Ce disque-là, en fait, malheureusement, la production était d'origine. Ça a été réalisé par un dude qui a travaillé avec Battery. Fait que c'est comme le réalisateur de Battery, c'est un Suédois, je pense, qui s'appelait Björn Forsberg. Puis il a travaillé avec Edge of Sanity aussi, mais la production de cet album-là est faible. Il y avait genre full reverb, là, c'était full... Non, il n'y a pas de reverb, c'est plus niveau, il n'y a pas de dynamique. Puis, c'est flat. Le son est vraiment flat. C'est malheureux parce que les tunes sont vraiment bonnes. Il y a vraiment des trucs intéressants là-dessus. Puis c'est ça, ils ont refait. En fait, le band a décidé de réenregistrer les tunes. Ils ont complètement réenregistré avec une production plus moderne. Puis ils ont changé la tonalité des tunes aussi. Fait que je pense qu'au lieu d'avoir une guitare, par exemple, à 6 cordes, ils l'ont fait sur une guitare à 7 cordes. Fait que c'est encore tuné plus bas. Ah ouais, OK. Mais ils ont changé l'ordre des chansons aussi. Ça, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de changer l'ordre. Moi, j'ai tellement été habitué à la version d'origine que c'est comme un peu déstabilisant. Mais cela dit, c'est intéressant de voir comment ils ont retravaillé le contenu. Fait que ça, c'est un album qui contient les deux trucs. Puis ils ont fait ça genre 20 ans plus tard? Oui, ils ont fait ça il n'y a pas longtemps. Là. La réédition, ça date de 2018. Donc, 25 ans plus tard, dans le fond, ils ont refait ça. Donc, c'est Rebirth qui comprend la version réenregistrée, puis sur le deuxième disque, la version originale, Symposium of Rebirth. Ah, mais c'est le fun, tu peux comparer en plus dans le même set, là, c'est le fun. Oui, puis sur l'album, il y a aussi, sur l'album d'origine, il y avait une tune qui était un cover de Terrorizer. Puis il y a un invité, c'est le chanteur de Napalm Death. Ah, Barney, Greenberg. Greenway, oui. Excuse-moi, Greenberg. C'est un magasin, c'est un épicerie. Un magasin qui n'existe plus, je pense. Qui a existé, par exemple, dans ces années-là, 90. Ouais. Puis Barney, je pense qu'il est arrivé dans le band Napalm Death à fin 80, début 90. Il est arrivé, il y a eu Lee Dorian au tout début. Je pense que c'était les 2 premiers albums. Puis après ça, je pense que c'est Barney qui est arrivé, effectivement. Mais Napalm Death, c'est de la puissance. À un moment donné, il faut que je demande à Shane Embury de venir sur le podcast. J'ai déjà pu l'avoir en entrevue, puis c'est vraiment un fan fini d'horreur. On avait jasé ensemble à EV Montréal en 2019. Là, sacré mon gars. Fait que, en plus, on ça a l'air d'un type bien sympathique. Oui, fait que on va checker ça pour l'année prochaine, hein, saison 2, année 2. Mais là, ça clôt les suggestions. Oui, ça clôt les suggestions de métal français. C'est excellent, ça. Encore une fois, puis tu sais, le métal, c'est tellement vaste que c'est impossible de tout connaître. Moi, en plus, il y a plusieurs des bands que j'avais entendu parler, mais j'ai jamais entendu les albums. Fait que là, je vais pouvoir me faire du fun à aller sampler des tunes pour faire la compile qui accompagne l'épisode. Oui. Donc, ça, c'est cool. Moi, en fait, depuis longtemps, tu sais, bon, je parlais de Texas Chainsaw Massacre, tu sais, je suis un fan fini, fait que, tu sais, j'entends les samples dans les chansons, puis je m'étais dit, à un moment donné, il faut que j'en parle dans le podcast, il faut que je trouve un prétexte. Comment faire? Puis là, ben voilà. T'as-tu le LOL? Fait que là, j'ai comme un genre de petit top 5 de tunes qui sample un des films de la franchise, souvent le 1 ou le 2, mais le son iconique du début de Texas Chainsaw Massacre, le fameux son quand ils prennent des photos, là, de petits twing, l'espèce de petit son aigu, qu'on ne sait pas comment ils ont fait ça, puis c'est juste comme étrange, dissonant, un peu, c'est quasiment gricher les dents quand tu l'entends. Ça a été repris par plusieurs artistes, dont Marilyn Manson sur l'album Smells Like Children. Fait un cover de I Put a Spell on You, la vieille tune de, c'est quoi, c'est Lightning Hopkins ou... c'est Jay... Screaming Jay Hopkins. Yeah, voilà. On avait parlé dans un épisode d'ailleurs. Tout à fait. On parlait de le style, oui.
Ouais. Fait que là, il y a eu le cover de tout ça. Fait que là, ça commence avec ce sample-là. Marilyn Manson, c'est plate parce qu'on dirait qu'on veut plus parler de lui parce que c'est un fucking asshole super Disons que ça va dégueulasse pas avec très les bien, femmes. ses affaires. Non, mais il a quand même fait de la bonne musique pareil. Hein? Mhm. Sinon, il y a beaucoup de musique qu'on pourrait plus parler. On va continuer à parler de Thriller encore pendant 30 ans, certains, là, C'est clair. même si. Il y a aussi, en deuxième position, ça, c'est spécial parce qu'il n'y a pas de sample sur l'album. Revolting Cocks, l'album Linger Fickin' Good. Revolting Cocks, pour que les gens qui ne connaissent pas, c'est un side project de Al Jourgensen de Ministry. Ah oui, OK. Puis il y avait Moi, je aussi. connaissais pas ça. Puis Paul Barker de Ministry était là-dedans aussi à l'époque, dans les années 90. Je pense qu'ils sont partis fin 80. Puis il y a aussi un dude, Luc Van Aker, belge, de Front 242. Fait que c'était comme la version dansante de Ministry, si on veut. Une espèce de projet funky, parce que, bon, évidemment, Ministry, ça a commencé plus industriel, dansant à l'époque, puis c'est devenu métal, puis assez brutal par moment. Mais ça, là-dessus, là, il y a un vidéoclip d'une chanson qui est un cover aussi. Cover de Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart. Mais la toune, elle est incroyable. Moi, j'ai des bons souvenirs d'avoir dansé là-dessus à l'Express à Chicoutimi dans mon jeune âge adulte. Puis récemment, j'ai vu le vidéoclip, puis on voit Grandma, la matriarche de la famille de Texas Chainsaw Massacre 1. Tu sais, quand ils s'en vont dans le grenier, et dans la chaise berçante, c'est juste là qu'on la voit dans le film. Puis, il se trouve que Robert Burns, directeur artistique du Texas Chainsaw Massacre 1, il a travaillé sur The Howling, il a travaillé sur un paquet de films. Il devait être impliqué dans ce tournage-là parce que, en tout cas, j'ai pas réussi à trouver comment ça se fait que Grandma s'est retrouvée dans ce vidéoclip-là, mais c'est clairement lui qui l'a amené. En tout cas, il est décédé depuis, on ne pourra pas jamais le savoir, mais si un jour j'ai l'occasion de parler à Al Jourgensen de Ministry, moi, il pose la question. Comment se fait que Grandma est dans ton vidéo? Donc, voilà. Et allez écouter ça, le vidéoclip de Ouais, je vais checker ça. Do You Think I'm Sexy? Complètement désopilant. Buckethead, la tune Jaws, a aussi un sample du premier film, une séquence avec le Hitchhiker au début du film, où il parle de fromage de tête, head cheese. Il y a un petit sample. Tu sais, Buckethead, là, c'est un fan fini de Texas Chainsaw Massacre. Là. Il l'a samplé dans plein de trucs, il en parle tout le temps. Il est chum avec Bill Moseley, avec qui a joué Chopped Up dans Texas Chainsaw Massacre 2. Il a parti un projet métal qui s'appelle Corn Bugs. C'est comme métal assez expérimental parce que Bill Moseley, c'est pas vraiment un chanteur. Il fait comme parler en tant que Chopped Up. C'est vraiment bizarre. Corn Bugs, là, je le recommande. Curiosité. Mais lui, là, il y a comme, je ne sais pas combien d'albums, il doit en avoir Buckethead, là. Peut-être 300 albums. Il est complètement débile. À un moment donné, il en a sorti 100 dans une année. Là. Mais cet album-là, Monster and Robots, c'était super bien produit. On a Les Claypool de Primus, puis Brain, qui était aussi batteur à l'époque pour Primus, qui sont sur quelques chansons de Monster and Robots. Je le recommande fortement. Très bon album. Et aussi, parlant de Primus, Sailing the Seas of Cheese, sorti en 91. Hein? Oui. C'est 30 ans cette année. Un excellent, excellent album. Il y a Tom Waits là-dessus. Moi, j'adore. Puis la tonne Jerry, the Race Car Driver, il y a un sample de Texas Chainsaw Massacre 2. Puis avant que je le voie, le film, j'entendais tout le temps Chopped Up, puis je ne savais pas que c'était Chopped Up, dire Doug Will Hunt. Dans cette tune-là, avec un son de chainsaw, je pensais que c'était une moto, mais c'est la chainsaw dans le film qu'on entend, mais j'ai tout le temps pensé que c'était une moto. Tu me l'apprends, j'ignorais ça totalement. Ouais, c'est cool. Puis, mention spéciale à Billy Idol. Pourquoi Billy Idol? En fait, c'est pas sur cet album-là, mais on retrouve un remix quand même de la tune Dancing with Myself. Parce que, mesdames et messieurs, Toby Hooper, le grand feu Toby Hooper, réalisateur de Texas Chainsaw Massacre 1 and 2, il a réalisé le vidéoclip de Dancing with Myself de Billy Idol, qui est comme un peu post-apocalyptique. Puis j'ai découvert ça à un moment donné, je dis, mais pourquoi
Mais pourquoi pas? Ben oui. C'est une chanson pop très, très cool qui datait aussi de l'époque Generation X, qui était son premier band à Billy Idol, qui était plus punk, avant qu'il devienne une star, hein, qui reste quand même rock, mais un rock très pop qui a traversé les âges. Donc, je trouve ça très drôle que Toby Hooper, puis qu'il y a un petit peu de Chainsaw Massacre dans du Billy Idol. Donc, voilà pour mon petit top. Ouais, c'est très sympathique. Il y a plein de choses que j'ai appris. C'est cool. Je vais checker. On s'échange des tuyaux. Fait que, pour tout le monde, évidemment, ça va figurer dans la playlist de l'épisode, mettant en vedette Julien Maury et Alexandre Boustillon. Recording in progress. Oui, on a un robot qui nous a signalé que le recording était in progress. Magnifique masque, Alex. Salut Alex. C'est peut-être pas Alex. Peut-être quelqu'un d'autre. Ah oui, on aurait dû mettre des masques comme ça. Bonjour Christophe, ça va? Oui, vraiment content de vous avoir aujourd'hui pour jaser un peu de métal, beaucoup de cinéma. Moi, pour vrai, c'est mon dada cette année. C'est mon nouveau truc. Faire des calls vidéo comme ça avec des fans de cinéma de genre qui aiment aussi le métal. Puis là, quand Julien me dit que tu étais un fan de musique lourde, Alex, je me suis dit, c'est un prétexte parfait pour vous inclure dans Metal Maniac. Rapidement. Regardez, Julien. Ouais, non, tu sais, comme justement, c'est le préambule, on va parler un peu de métal, après ça, on va aller dans l'horreur. Tu sais, comment vous êtes rencontrés, les premiers films que vous avez vus, vos réalisateurs préférés, tout ça, on va passer là-dedans une petite quarantaine de minutes, bien relax. Il n'y a pas de problème. Même plus, hein? Déjà, j'ai fait l'effort de mettre dans un décor un peu horreur. Et c'est la chambre de ma fille, tu vois, parce qu'elle a récupéré toutes mes figurines. Ah, très bien, très bien. Ouais, donc, c'est le décor le plus horreur que je peux avoir chez moi, parce que sinon, c'est horrible, mais c'est pas horreur. Il n'y a pas de souci. Tout le monde vit sa fanitude comme ils veulent. Hein. On n'est pas obligé de collectionner dans la vie, avoir toutes sortes de figurines. Moi, j'ai cette manie-là d'avoir besoin d'acheter des Leatherface compulsivement, toujours. C'est super celui-là. Ouais, on les a, hein. On les a tous, ceux que tu as là. Ah ouais? Celui derrière toi, c'est la grosse poupée un peu chiffon là au-dessus de ta tête. Exact. Super, celle-là. Avec des vêtements. Puis là, récemment, j'ai acheté celui-là, le tout petit, qui vient dans une canette Funko. Ils ont fait ça là, avec dans des. Ils faisaient les Funko Pop. Maintenant, ils ont fait dans des canettes de boissons gazeuses. Ça s'appelle des Funko Soda. Donc, ils ont de la suite dans les idées. Mais moi, je voulais savoir, Alex, le métal pour toi, là, ça a commencé où? Ah, commence sur le métal alors. Ouais. Oh, il y a mis un bébé mort à sa tête. Non, parce que moi, en fait, je suis dans la maison de mes parents, je suis en vacances. Ah, nice. Et donc, du coup, j'ai pas du tout ma collection, que je l'emmène pas avec moi. Mais par contre, il y a mes filles qui ont commencé à faire la déco d'Halloween, tu vois, donc elles ont suspendu des trucs partout. Avec la toile d'araignée, génial. Des bébés, il y en a dans toute la maison. Donc... Excellent, on aime ça. Ben oui, l'Halloween, tu sais, c'est vraiment une saison parfaite pour nous, fans d'horreur. Ah ouais. On aime ça. Super. Mais ouais, on va clairer le métal rapidement. Alex, toi, le métal, ça a commencé comment quand tu étais jeune? Ben écoute, j'ai commencé vers l'âge de 12-13 ans, à peu près. Et un peu par hasard, déjà parce que tu sais, j'étais attiré par les pochettes, évidemment, comme tous les fans de films d'horreur. Donc, très vite, quand tu vois des pochettes de métal, tu dis « Waouh, mais on dirait des affiches de films d'horreur. » Et pour faire vite, hein, j'ai 2 albums vraiment fondateurs qui m'ont fait totalement aimer le métal, mais immédiatement, en fait. Je pourrais même, si tu veux, te chanter en blind test les 2 intros de ces albums, tellement je les connais par cœur. Ah ouais, vas-y. Voir si tu les trouves tout de suite. Ouais, je gagne un prix. Je chante super bien, ça va être mortel, tu vas voir. Alors, le premier album qui m'a fait péter les plombs, c'est ça, écoute.
Ding, 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 Ah, Metallica. ouais, Master of Puppets. Ben oui, ben oui. Déjà, je fais what the fuck, bah, explosion. Et je crois que la même semaine, je découvrais, écoute bien, Seven Deadly Sins, Seven Ways to Win, Seven Holy Paths to Hell, and your trip begins. Seven Dark Slopes, Seven Iron Bloody Maiden. Seven Eye of Burning Fire, Seven Your Desires. Ouais, c'est Maiden, Seven Son of a Seven Son. Il m'a fait, j'ai halluciné en fait. Et donc en fait, je me suis rendu compte que j'aimais autant la musique que les pochettes. Et depuis, j'écoute énormément de métal, mais autre chose. Hein, mais oui, c'est important. Essentiellement du métal. Ben, les fans de métal sont ouverts d'esprit. Habituellement, moi, ce que je constate, c'est qu'on aime ça creuser. Hein. Le métal, ça n'a pas commencé hier. Bon, on parle de Black Sabbath beaucoup, mais avant Black Sabbath, il y avait tout le rock'n'roll, il y a le blues. Ozzy, il dit que c'est un fan des Beatles. Il n'y a rien qui est créé avec rien. Mais nous, les fans de métal, on aime ça, même aller jusque dans la musique classique. Bien sûr, bien sûr. Mais comme tu dis, les pochettes, hein, c'est vraiment ça. C'est comme les films, c'est le poster, c'est la jaquette, c'est la VHS. Exactement. Ça commence tout là. Mais je voulais savoir, bon, évidemment, métal, on pourrait en parler jusqu'à demain. Moi, je suis un fan fini d'un paquet de trucs. Moi, c'est Faith No More qui m'a ouvert l'esprit quand j'avais 12 ans. Moi, Julien, tu l'as kiffé, toi. T'as bien fait ce moment, non? Ah. Non, mais allez-y, écoute quand même un peu de métal. Hein. Il n'y a pas non plus. Allez-y, vas-y. Continue. Non, mais toi, Julien, tu écoutes quoi comme musique? En fait, moi, je suis assez éclectique. Le truc, c'est que j'ai pas. Moi, à l'époque où on découvre justement un peu ses goûts et tout, donc c'est-à-dire là, comme disait Alex, vers 12-13 ans. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours eu, en fait, écouter mes frères à la maison, et qui m'a vraiment, qui a formé aussi mes goûts et qui était très rock, mais rock classique, c'est-à-dire que c'était pas du rock de l'époque, c'est-à-dire que je sais que mon frère, lui, m'a vraiment initié à Led Zepp. Au Pink Floyd, enfin c'est un peu plus expérimental, mais et donc du coup et ça, et après moi mes goûts que je me suis forgé tout seul, et alors moi c'était plus le rap en fait. Ah ouais, hein? Ouais, moi c'était le rap à fond, et donc du coup moi ça a été toute mon adolescence, c'était le rap américain, le rap français à fond. Les Run DMC, les Beastie Boys, des trucs comme ça. Exactement, ouais. Et toujours le rock, mais alors pour le coup avec le rock de notre époque d'adolescence, c'est-à-dire que moi, le groupe qui m'a fait vraiment, pour le coup, exploser la tête, c'est Nirvana. Ah ben oui, le grunge, j'oublie ça. Là. Moi aussi, j'étais un fan fini là, à l'époque. Donc, le premier album des Red Hot aussi. Enfin, c'était... J'étais vraiment adolescent, quoi. Et donc ça, c'était, tu vois, Rage Against the Machine, moi, c'était aussi, tu vois, le groupe que j'idolâtrais. Ah oui, c'est un peu métal quand même. Alors, du coup, voilà. C'est super métal, en fait. Hein. Oui. non, mais en fait, il y avait quand même beaucoup de mélodies, quoi. Et en fait, du coup, moi, j'avais des potes qui écoutaient des trucs un peu plus vénères. Type, je me rappelle à l'époque, un des groupes dont on parlait beaucoup, c'était Pantera. Ah bah oui, solide. Et donc, du coup, il y avait quelques morceaux que j'aimais, mais ça a commencé là où j'ai commencé à me dire, ah putain, mais c'est un peu ma limite. Il y avait des morceaux qui, tu vois, c'était trop élevé pour toi. J'étais un peu trop énervé, quoi. Ouais. Ben, tu sais, Phil Anselmo, chanteur de Pantera, gros fan de films d'horreur aussi. Un festival. Une super collection de VHS, incroyable, il paraît. Exact. J'ai eu la chance de m'entretenir avec lui avant qu'il fasse des conneries en spectacle et qu'il nous fasse tous honte métalleux. Mais j'ai pu jaser de films d'horreur avec lui pour parler de son festival qui avait le Housecore Horror Festival au Texas. Qui n'existe plus d'ailleurs, je crois, ce festival. Non, ça a duré 3 ans. C'est mort. En fait, il y a eu un dude avec qui, Corey Mitchell, avec qui il a parti le festival. Il est décédé d'une crise cardiaque assez jeune. C'est ça, Donc, ils ont fait une 3e édition, puis après ça, ils ont rappé le tout. Donc,
moi, je conclus que Julien était quand même un peu plus métal que tu penses, puis qu'on a quand même beaucoup de goûts en commun. Tu sais, moi, j'étais un gros fan de rap californien des années 90 aussi, les Snoop Dogg, les Dr. Dre, tu sais, House of Pain. Moi, j'ai travaillé au rap, le new metal. Moi, j'ai beaucoup aimé quand même aussi dans les années 90, le Korn, les Deftones, ces trucs-là. Mais le métal, c'est pour moi, tu sais, ce que je constate depuis quelques années, c'est qu'il y a beaucoup de liens à faire avec ça. Avec comme on parlait tantôt, les pochettes, les posters, l'imagerie, l'inspiration, tout ça. Puis ben, c'est mes deux passions, donc c'est un peu un prétexte pour continuer à avoir des belles conversations avec des tripeux, des créatifs comme vous. Mais moi, je voulais savoir, tu sais, parce que vous êtes un binôme, vous travaillez ensemble depuis longtemps, vous avez fait beaucoup de films, vous vous connaissez bien, mais vous êtes rencontrés comment? Je pense que Julien me parlait un peu de Mad Movies dans lequel tu écrivais, Alex, mais ça a commencé comment cette amitié-là? Ah bah, Julien, il va te raconter parce que c'est Julien qui est quand même qui a été plus le déclencheur à notre rencontre que moi. Je l'ai stalké. Tu le lisais? Bah, écoute, moi, enfin, ouais, le truc, c'est que moi, j'ai, encore une fois, je vais reparler d'un de mes frères qui a été extrêmement moteur pour moi à beaucoup de niveaux et notamment sur la culture cinématographique parce que j'ai un assez grand écart d'âge. Et en fait, il a 6 ans de plus que moi. Et donc, du coup, il avait accès à plein de choses auxquelles moi, je n'avais pas accès à mon âge. Donc, du coup, quand il était ado, moi, j'étais encore enfant. Et donc, c'est lui qui a ramené les premières VHS à la maison. C'est lui qui avait des posters dans la chambre de films d'horreur. Et donc, du coup, je délirais, je fantasmais, moi, petit garçon, tu vois, sur le lit d'en face parce qu'on était dans la même chambre. Et lui, au-dessus de son lit, il avait des posters qui me rendaient dingue, quoi. Est-ce que tu t'en rappelles de quel poster il y avait? Il y avait des Freddy, il y avait des Jason? Bien sûr, il y avait je me souviens très bien, il y avait les Griffes de la nuit, ouais. Il y avait celui-là, c'était le plus grand parce qu'en fait il y avait pas que des films d'horreur, donc c'est pour ça que je rigole parce que il y avait en fait on était trois frères et il y avait donc mes deux frères, on était les trois dans la même chambre et en fait mon frère aîné qui était encore plus grand, lui au-dessus de son lit il avait un grand poster de Condorman. Oh wow, ben oui, voilà. J'ai adoré ça. Et donc voilà, et non, il y avait Massacre, il y avait Terminator aussi, et bon bref voilà, et donc du coup il lisait Mad Movies. Ah ben oui. Mad Movies, donc la référence avec l'écran fantastique, mais pour les fans de films de genre, d'épouvante en France. Et donc, du coup, moi, j'ai lu Mad, en tout cas, j'ai eu accès très, très jeune. Parce que mon frère était passionné d'effets spéciaux et donc du coup il y avait des tutos dans Mad et il montrait comment faire des effets et ça a été très formateur pour nous parce que on prenait la caméra H8 de la maison et puis on faisait des courts-métrages, on essayait de refaire des effets. Ah ouais. Et bref du coup moi j'ai été toujours finalement habitué à Mad et dès que j'ai été en âge de le lire, il était à la maison. De toute façon mon frère l'achetait tous les mois. Et donc du coup et donc en fait quand donc, des années après Alex a été engagé à Mad quand il a commencé à rédiger pour le magazine, moi je me suis senti vraiment une connexion avec lui parce que Mad c'est un esprit qui a été extrêmement important pour tous les gens qui l'ont connu parce qu'on avait l'impression d'une bande de potes, quoi. C'est-à-dire que Mad Movies, tu avais l'impression de connaître les rédacteurs parce qu'ils avaient un style qui était extrêmement libre et un peu comme on parle avec les copains. Ouais. Et donc, ils disaient des conneries aussi entre les critiques. Ils se faisaient des vannes. Ils faisaient des vannes et ils critiquaient les films de manière pointue, mais à la fois accessible. Ouais. Et donc, du coup, moi, c'est ça qui me plaisait énormément, c'est que j'avais l'impression de connaître tous les gens de la rédaction alors que je n'en connaissais pas un. Et en fait, quand Alexandre est arrivé, pour moi, ça a été vraiment mon rédacteur préféré. C'est-à-dire qu'il me faisait vraiment rigoler. Ses vannes, elles étaient super drôles. Et j'étais en accord avec tout ce qu'il écrivait. C'est-à-dire vraiment ce qu'il défonçait, j'aimais pas. Ce qu'il aimait, j'adorais.
Et donc, du coup, mais à tel point que à l'époque, Mad Movies avait une boutique à Paris qui vendait des posters, des DVD, des VHS. Et en fait, je traînais beaucoup là-bas et je savais que les gens qui tenaient la boutique donc, connaissaient tous les rédacteurs. Et donc, juste par curiosité, un jour, j'ai demandé au tenancier de la boutique, je lui ai demandé, est-ce que Alexandre Bustillo, c'est un mec sympa? Parce que j'aime tellement le lire et je suis tellement, chaque mois, c'est vraiment, j'adore ses critiques que ça me ferait chier que ce soit un con, quoi. Et donc, du coup, mais vraiment, c'était sans arrière-pensée. C'était vraiment juste pour savoir, est-ce que c'est un mec sympa dans la vie, quoi. Et c'est ce type-là qui s'appelle David Doucan qui me dit, mais écoute, tu fais des courts-métrages parce qu'on se connaissait un petit peu. Et Alexandre écrit des scénarios. Vous devriez vous rencontrer parce qu'il est vraiment super cool et ça pourrait matcher entre vous. Et donc, du coup, il m'a filé son numéro de téléphone. Et le soir même, je l'ai appelé et Alex, super cool parce que recevoir un coup de fil d'un inconnu comme ça, il aurait pu dire ouais, tu vois, laisse-moi tranquille quoi. Et non, il me dit écoute, moi je suis sur Paris tel jour, voyons-nous. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et en fait, on a pris un verre et on a passé l'après-midi à parler de ce qu'on aimait, de nos références. Et puis, on s'est revus. Moi, je lui ai filé un court-métrage, le dernier court-métrage que j'avais fait, mais entre copains, avec mon frère, justement, un truc un petit peu, mais qui commençait à gagner des prix en festival. Et puis, Alexandre m'a donné ce qui allait être, qui était la première version d'À l'intérieur. Ah ouais. Donc voilà, et on s'est rappelé quelques jours après. Alex avait regardé mon court-métrage qui s'appelle Pizza à l'œil. Et il m'a dit, écoute, c'est super cool ce que tu arrives à faire sans rien, sans thune. Il y avait des plans grus, il y avait beaucoup d'inventivité. Et moi, je lui dis, écoute, j'ai lu À l'intérieur et je trouve ça incroyable. Et donc, ni toi ni moi, on connaît des gens dans le cinéma. On vient pas du tout de ce milieu-là. Et donc, mais par contre, on a la passion, la motivation. Et donc, on s'est dit, faisons-le. Ça va nous prendre peut-être 1 an, mais on le fera à la Peter Jackson dans notre jardin avec des potes. Et puis, on y va, quoi. Et puis, le sort en a été autrement. Mais en tout cas, notre rencontre, elle s'est faite vraiment comme ça. Ben wow, tu sais, c'est une belle histoire d'amitié. Je trouve ça très cool. Parce que, tu sais, moi aussi, je suis un peu comme toi, Julien. Tu sais, moi, je lis les magazines depuis toujours. De mon bled perdu au Québec, Chicoutimi, qui est à 5 heures de route de Montréal. On avait Mad Movies dans nos tabagies où ils vendaient des magazines. Puis j'ai commencé à lire ça aussi il y a une dizaine d'années, 10-12 ans. Puis j'aimais vraiment l'esprit du magazine. Après ça, je me suis mis à lire les Fangoria, évidemment, quand j'ai commencé à comprendre l'anglais. Rumor, tout à fait, pour lesquels j'ai commencé même à écrire il y a une dizaine d'années. Je fais des critiques de disques, des critiques, j'ai fait récemment une critique sur du livre de Charles Band, de Full Moon. Donc, ouais, c'est ça. Donc, on parle le même langage. Puis, je trouve ça génial que vous ayez pu vous rencontrer grâce à votre passion, les deux, pour le cinéma. Puis, vous avez pu réussir à collaborer ensemble. Puis, fuck, ça dure depuis près de 15 ans. Hein? C'est cool. Puis, on parlait dans l'intérieur rapidement, mais Béatrice Dalle est arrivée comment dans le projet? Parce que c'est quand même une pointure là, au niveau du cinéma français. Là. Écoute, elle est venue... pas par hasard, mais presque. C'est-à-dire que, pour être tout à fait honnête, nous, avec Julien, donc quand j'ai présenté le film à Julien, le scénario, moi, je lui ai dit, moi, j'avais une actrice très précise en tête pour le rôle de la méchante. C'était Sylvia Christel. Ah, ben oui. Donc, Emmanuel. Emmanuel, carrément. Ma fille s'appelle Emmanuel. Voilà, donc on adorait l'idée avec Julien. Et donc, c'est la première personne qu'on a contactée. Et très vite, hélas, elle nous a dit non pour des raisons très personnelles. Elle est en plus décédée pas longtemps après. Donc, bon, on en conclut qu'elle était vraiment, à mon avis, pas assez en forme pour tourner, quoi, hélas. Et en fait, nous, jamais avec Julien, vu qu'on était, comme il te le disait, totalement débutants, on avait vraiment, on connaissait personne, en fait, dans ce milieu, même si moi, j'écrivais pour Mad Movies, mais tu sais, être journaliste, pour un journal comme ça en France, ça ne t'ouvre pas des portes sur des producteurs ou des gens forcément connus. Mais le fait est qu'on avait un très bon agent aussi, donc, ce qui nous a aidé surtout à monter le film.
Et bref, et nos producteurs un jour nous disent on va faire lire à Béatrice Dalle. Je fais mais mec, sérieux, si tu veux, hein, mais on n'a aucune chance parce qu'on n'est pas connu du tout. Elle est quand même quand même une grande star en France. Nous, on n'a jamais rien fait. Il y a peu de chances qu'elle dise oui, mais qui ne tente rien à rien. Donc, ils ont envoyé le scénario à Béatrice Dalle. Et je me souviens, on était chez Julien parce qu'en fait, on passait nos journées ensemble, à vivre ensemble, à storyboarder le film. Okay. On a passé des mois et des mois tous les jours. Donc, soit chez moi, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'enfants, on n'était pas mariés. Donc, on était vraiment en mode plus teenager, libre. Qui dessine entre vous deux? On dessinait tous les deux. Ah ouais? On avait chacun un storyboard avec 2 styles très différents, de très, très différents. On n'a pas du tout le même style de dessin que Julien, mais on a les mêmes idées parce que sans même se concerter, on avait fait des affiches teaser identiques, c'était incroyable. Et un jour, on reçoit un coup de téléphone du producteur qui nous dit Béatrice Dalle est d'accord. On a fait quoi? On n'en revenait pas, vraiment, Christophe. Je te jure, on était là, mais c'est incroyable. Mais elle a lu, elle a adoré, donc elle veut vous rencontrer parce que par contre, elle dira oui ou non uniquement après la rencontre. Ah oui. Tu vois, si elle ne sent pas les réalisateurs, elle dira non. Donc on était assez pétrifiés de peur. C'était vraiment, on n'avait jamais rencontré de gens célèbres déjà, très peu en tout cas. C'est intimidant. Là, direct, on se retrouve avec Béatrice Dalle dans le grand bain. Et le fait est que notre première rencontre a été vraiment presque magique avec elle. C'est-à-dire qu'on s'est tout de suite entendu comme 2 frères et une sœur qu'on retrouvait. Et c'était, mais avant de se parler, on rigolait en fait. Déjà en se voyant. Tu sais, on s'était même pas dit bonjour, on était mort de rire. Génial. C'était déjà plus ou moins un bon signe. Ouais, et donc voilà, avec Béa, elle est venue comme ça et puis elle est toujours fidèle. Elle nous est toujours fidèle. Elle a joué dans un autre film à vous après. Ah oui, bien sûr. Donc, on ne s'est jamais quitté depuis. On est souvent en contact avec elle. Elle est venue très naturellement, en fait, avec beaucoup de chance pour nous, évidemment. C'est quand même assez surprenant, mais on la connaît comme une actrice un peu plus, je dirais, dramatique, tu sais, des trucs plus intimistes. Bon, c'est une actrice qui est quand même assez intense, tout ça, mais tu sais, le cinéma de genre, elle aimait ça ou elle voulait faire quelque chose de différent? Ouais. Tu sais, elle avait déjà fait donc Trouble Every Day. Ah, c'est vrai. C'était quand même très sanglant. Très sanglant. Et elle, on commence un peu à parler de films d'horreur avec elle. On dit que oui, elle aime les films d'horreur, évidemment. Elle adore Massacre à la tronçonneuse. Wow, nice. Elle adore Leatherface. Elle trouve que Leatherface est ultra sexy. Enfin, c'est son délire. Hein. Et nous, donc, on était en osmose parce qu'on lui dit, écoute, tu sais, nous, on est évidemment fans absolus de Massacre à la tronçonneuse. Ah ouais. Et on lui a fait découvrir, pour lui montrer ce qu'on voulait faire avec un intérieur, on lui a dit, avec nous, tu sais, avec un intérieur, on voudrait renouer avec une poésie morbide, un peu très italienne, un peu comme ce que faisait Lucio Fulci. C'est vrai qu'on est un peu dans le giallo, là. Ouais. Exactement. Et aussi, on est très fan avec Julien des films de Jörg Buttgereit. Ah oui. Voilà. Et donc, parce qu'on trouve que, tu vois, il filme des choses ignobles, mais d'une façon très poétique et très sensible, en fait. Et Nécromantique 2, c'était vraiment une référence absolue. Okay. Et donc, à Béa, on lui a montré, c'était à 15 ans, tu sais, il y avait encore des VHS. Donc, on lui avait ramené une VHS de Nécromantique 2, on lui avait fait une copie, en lui disant, regarde ce film, on veut être dans l'esprit de ce film. C'est-à-dire filmer des choses abominables, mais avec un point de vue très, très poétique, qui en fait quelque chose de… C'est tellement laid que ça en devient beau, en fait. Voilà. Ouais. Parce que, à titre personnel, moi, je trouve que la fin de Nécromantique 2 est d'une des plus belles fins et très, très sensible de l'histoire des films d'horreur. Tu sais, quand elle apprend qu'elle est enceinte par le cadavre, quand le médecin lui dit « mais vous êtes enceinte » et qu'elle fait de surprise et ça se termine comme ça. Je trouve cette fin parfaite, en fait. C'est drôle qu'on parle de Nécromantique parce que, évidemment, pour préparer l'entrevue, j'ai visionné à nouveau Leatherface. Puis la scène de sexe, ça m'a rappelé cette scène, la scène du premier Nécromantique. Évidemment, un petit peu moins graphique, là. Il n'y a pas eu de deuil. Mais c'est déjà pas mal, hein. Tu sais, avec Leatherface, on a eu plein de problèmes sur ce film. Ouais. Et on n'a pas du tout eu le contrôle du montage. C'est ce que Julien disait, puis je lisais aussi le livre, le beau livre en 2 tomes de Julien, là, c'est… Claire, ouais. Tu sais, puis j'ai trouvé en ligne la fin originale, puis
tellement une fin, comme Julien me disait, c'était une des plus belles fins qu'il avait tournées, puis il était vraiment fâché que justement ça avait été. Bien sûr. Comment on dit ça? Butchered hein? par les producteurs. Mais une fin poétique, là, on revient avec le côté malsain, la sexualité. Ouais, c'est exactement ce qu'on voulait faire, quelque chose de malsain et de poétique, comme Budgerite le fait très bien. Ouais. Mais à notre grande surprise sur les Orfestres, ils n'ont pas du tout coupé la scène donc de la nécrophilie, donc on était très contents. Elle était intégrale, ouais. Et ils ont adoré bizarrement. Alors qu'on avait plein, tu sais, de différents avec eux, de différents points de vue, des choses qu'on aimait, qu'ils n'aimaient pas. Mais bizarrement, la scène de nécrophilie, tout le monde l'aimait. Mais c'est ça, la fin, si je comprends bien, la fin, ils sont allés retourner des séquences pour la fin. Est-ce que la séquence de la poursuite dans les bois, est-ce que c'était vous ou ça a été rajouté par la suite? C'est eux, ça? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est nous, on voulait vraiment rester dans la maison. C'est ça, on quittait pas, là, OK. Ouais, c'est-à-dire que ce que nous, en fait, tu vois, c'est vraiment, tu vois, ça devient maintenant, tu vois, presque une blague quand on le raconte. Mais réellement, je t'assure, avant de s'engager sur le projet, on leur avait dit qu'on ne voulait pas faire certaines scènes. Tu vois, on leur avait dit, nous, on ne veut pas de scènes de repas. C'est ça, comme l'intro. Pour ne pas être comparé au Hooper. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retourné une scène d'introduction qui est une scène de repas. Tu vois, on leur avait dit, nous, on ne veut pas de Final Girl en train de courir. Tu vois, à la fin, tu vois, le cliché et tout ça, tu vois, et donc c'est ce qu'ils ont fait. Nous, elle restait dans la maison, elle essayait de partir, la porte était fermée, elle restait dans la maison, tu vois, et on restait dans l'intimité tu vois, de Leatherface, et donc, tu vois, avec ce côté, justement, il se fabrique le masque avec les deux personnes, tu vois, avec les deux victimes qui étaient dans la maison, justement. Oui, avec sur celui qui voulait sa peau et celle qui voulait le sauver, quoi. Et bref, et donc du coup, toutes ces scènes-là, c'est pas nous, quoi. Ouais. Ça doit être. Mais tu sais, Christophe, excuse-moi, Christophe. Non, vas-y. Mais tu sais, pour être encore plus précis dans le n'importe quoi qui a été ce film, on le dit d'ailleurs dans le livre, mais tu sais, en fait, quand on montre notre montage à Millennium, et tu as le producteur qui vient nous voir qui dit, moi, les gars, j'aime pas la fin. Il fait, mais comment ça, t'aimes pas la fin? C'est le scénario, c'est ce qui est écrit, prévu. Et tu sais ce qu'il nous dit? Il fait, le scénario, je l'ai pas lu. Monter le niveau d'implication des producteurs. C'est pas mal pour un producteur. Tu vois, on fait quoi? Il y aurait eu le temps de le lire, le scénario. Le film était tourné, monté. Hein. Le mec n'avait toujours pas lu le scénario. Mais ça c'est la différence entre des producteurs qui font confiance à des réalisateurs, à une vision, puis d'autres qui se disent, OK, comment on va faire pour le vendre, ou qui tergiversent, puis c'est peut-être pas assez Massacre à la tronçonneuse, tout ça. Est-ce que le titre au début, ça a toujours été Leatherface? Le scénario? Le titre. Le scénario? Ouais. Oui, le scénario qu'on avait reçu, nous, est globalement ce qu'on a tourné. Ouais. On a changé un personnage ou deux. Par exemple, justement, la fille nécrophile qui fait l'amour avec son copain brûlé. Elle, dans la première version du scénario, c'était vraiment une version féminine de Shop Top. Okay. Tu vois, elle avait la plaque, comme dans Titan, en fait. Elle était c'était Shop Top en fille. Donc, on leur a dit, mais nous, on adore Shop Top, il n'y a pas de problème, mais on pense qu'il n'y a pas de raison d'en faire une version féminine. Autant créer un nouveau personnage. Donc, c'est ce qu'on a ramené, nous. On a ramené des petites touches comme ça à droite, à gauche, avec Julien, un peu plus personnel. Ben oui, puis tu sais, en le réécoutant, là, je voyais un paquet de trucs, puis là, j'étais tout le temps de me demander, est-ce que ça a été retourné après? Est-ce que il y a des bouts ça aurait pu être plus long, justement, il y a beaucoup d'expositions qui ont été coupées, des personnages, des dialogues, tout ça. Ils ont coupé 35 minutes de notre cut. Ça va être frustrant quand même pour vous. Hein. Ah oui, ouais. Bien sûr que c'est frustrant, mais tu sais, le combat était perdu d'avance parce qu'on avait aussi un contrat qui disait qu'au bout de 2 cuts, si Millennium n'était pas satisfait, on dégageait. Et notre premier cut, il faisait 2 heures. Tu sais, donc ils nous ont dit, c'est trop long pour un film d'horreur. Donc après, on a réduit le deuxième cut, il faisait 1h35. Mais ça leur allait toujours pas. Et ils nous disaient, mais oui, mais on n'aime pas la fin, justement, etc. Donc tu sais, au bout d'un moment, tu étais battu parce qu'on
On n'est pas en haut de la pyramide, donc on n'a pas le même pouvoir qu'en France, aux États-Unis. En France, tu as le Final Cut. Ouais. Tu vois, ça c'est. Mais aux États-Unis, t'as rien. Ah, c'est complètement fou. J'aimerais ça qu'on retourne dans le temps puis qu'on revisite ensemble les films de la franchise Massacre à la tronçonneuse, parce que je vois qu'on est très fans tous les trois. Mais moi, mon compte Zoom n'est pas payant. Donc, quand on est 3 personnes, on est limité à 40 minutes. Donc, ce que je propose, parce que là, on a du plaisir. On va faire un lien. Oui, ben c'est ça. Je vous renvoie un lien dans une minute, puis on continue. Si vous avez encore du temps, parce que bien sûr, oui. Cool. Bon, ben parfait. Fait que, Julien, je te renvoie le courriel. Je te renvoie un courriel dans 1 minute et demie. Fait qu'on s'en reparle, messieurs. On va être obligé de l'enregistrer avec son masque. C'est parfait, c'est génial. Ben, en fait, vu qu'il y a des problèmes légaux avec Friday the 13 puis qu'on n'a pas de suite depuis un certain temps, ben là, on peut en faire un ici à 3 pendant la conversation Zoom. Mais on est fan de slasher, clairement. Hein? Puis, comme Julien me disait, quand on s'était rencontrés, virtuellement, évidemment, en juillet dernier, pour jaser de Candy Shop. Oh, ça, c'est miraculeux, ça. Ma fille, elle aime beaucoup cette série-là. C'est quoi, c'est chapeau? Miraculeux! Ouais. Et où, gros chat? Il est où, chat noir? Tu connais Miraculous aussi, que tu as des enfants, Christophe? Oui, j'ai une fille de bientôt 8 ans. Laisse tomber, bienvenue au club. Très fan. Puis je commence tranquillement à lui faire écouter des trucs un peu plus inquiétants. On a écouté Beetlejuice cette année. Le Gremlins, ça s'en vient. Ça, c'est pas, je me le garde pour Noël. Je me dis, cette année, c'est la bonne année pour écouter Gremlins. Mais c'est un peu terrifiant quand même. Il y a des moments... Le Père Noël dans la cheminée qui est mort, l'histoire de la fille. Puis, évidemment, les gremlins, quand ils passent dans le blender, tout ça, il y a des moments assez trash. Mais j'ai fait écouter les Indiana Jones, qui est quand même des moments assez horrifiques, sauf que c'est très joyeux, donc il n'y a rien de traumatisant, mais la soupe aux yeux dans le deuxième. Le cœur arraché, surtout. Non, ça va? Oui. Non, ça a passé. Il n'y a pas eu de cauchemar. Les cauchemars, c'est après Ghostbusters, étrangement. Ouais, les fantômes, c'est trop vrai. Moi, la scène, quand j'étais petit, la scène dans la bibliothèque, la scène d'ouverture, elle me faisait peur de Ghostbusters. Exact. On avait essayé de l'écouter. Là, Puis là, on avait essayé d'écouter avec elle à 5 ans. Là, c'était trop tôt. En plus, sa mère est bibliothécaire. Donc, ah oui. Le traumatisme était là. Donc, les slashers, évidemment, on va parler un peu de Leatherface, mais on parlera de slashers en général aussi. Les premiers Texas Chainsaw Massacre que vous avez visionnés, c'était quoi, vous, les gars? Moi, c'est le premier, moi. Je les ai vus, en ordre. Assez jeune, en plus. Ouais, je voulais vraiment... Mes parents, ils ont eu tardivement un magnétoscope, en fait, à l'époque. Et j'étais, tardivement, tu sais, j'avais justement 12-13 ans, alors que moi, j'avais des potes qui avaient des magnétoscopes depuis tout le temps, en fait. Et moi, j'étais déjà au collège. Et Massacre, je rêvais de le voir depuis toujours. C'est iconique quand t'en entends tellement parler. Bien sûr. Et tu vois, je me souviens qu'un jour, mon père, qui n'était pas en vacances avec nous, moi j'étais en vacances avec ma mère, et il m'appelle et me dit, tu sais, j'ai vu Massacre à la tronçonneuse. Lui, il l'avait loué pour lui déjà. Et déjà, je trouvais ça incroyable que mon père l'ait vu. Ah ouais. Il commençait à me dire, mais tu sais, c'est pas gore et tout. Il me raconte un peu, quoi, mais ça excite encore plus mon imagination. Et donc, quand je l'ai vu, j'ai compris ce que c'était que Massacre à la tronçonneuse, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas gore. Et c'était tellement malsain, malaisant, et j'étais pas bien du tout après le film. Tu sais, je me souviens être parti prendre l'air, en fait, respirer de l'air frais, vraiment. Et donc, j'ai découvert la saga dans l'ordre. Ouais. Ah, mais c'est très bien. Puis le premier, c'est ce qui est toute partie. Puis... Même si avec Julien, on adore le 2. On est fan absolu du 2. Un mot complètement C'était notre référence pour les Leatherface, parce que tu sais, comme te disait Julien, on voulait pas refaire des scènes iconiques du film de Tobe Hooper, c'est trop dur, c'est nul. Aucun intérêt de refaire une scène de repas ou d'hystérie autour d'une table. Mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait un bel hommage à la direction artistique de Robert Burns, surtout à la fin, quand on arrive dans la maison avec les mobiles, avec les squelettes, tout ça. Tu sais, c'était fait, c'était pas calqué, c'était fait avec goût. Puis, en tout cas, chapeau, j'ai vraiment trouvé que
On a vraiment recréé, on avait les plans de la maison d'origine, et donc on a recréé la maison, mais au centimètre près. Ça, c'était le travail d'Alain Bénet, qui était notre chef décorateur, qui est français aussi, qui a beaucoup bossé avec Balaguerro et avec Brad Anderson, beaucoup. Oui, le machiniste. Et là, il fait le prochain film de Bayona. Tu vois, donc c'est quelqu'un d'énorme, et il a fait un travail mais admirable. La maison de massacre à la tronçonneuse, c'était notre petit plaisir coupable avec Julien, tu vois, de la refaire au plan près, intérieur, extérieur, et ça vraiment, on y tenait vraiment à qu'elle soit vraiment identique, au film d'origine, même si après notre vision s'écartait du film de Hooper et s'inscrivait plus dans le numéro 2, tu sais, qui est quand même beaucoup plus fun, beaucoup plus fou. Même le personnage de Stephen Dorff, qui était un acteur que j'ai beaucoup aimé, puis tu sais, que je suis depuis longtemps, Stephen Dorff, tu sais, c'est un Canadien, il avait joué dans The Gate, la fissure. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Hein? Bien sûr, oui. Bien sûr. Tibor Takacs. Exactement, un Canadien. Il y avait eu 2 films. Il y a du métal là-dedans aussi, hein, le personnage du métalleux, surtout dans le 2e. Et Stephen Dorff, il jouait dans le premier. C'était quand même assez cool. C'est son premier rôle, hein? Oui, tout à fait. Il n'était pas vieux. Ouais. Blade, évidemment, très cool. Bon, il a joué dans certains films qu'on aimerait oublier, comme Alone in the Dark ou UV Ball. Des fois, il faut manger. Mais vous l'avez vraiment bien dirigé. On sait qu'il avait faim, il voulait vraiment bien faire. Puis son personnage, il me rappelait Lefty un peu, justement, de Texas 2. Un genre de vengeur ultra crinqué. Bien, évidemment, il est pas allé de full Lefty avec 3 chainsaws, là, mais ça c'est... Parlons-en. Julien, toi, quand tu as vu Texas 2, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, écoute, moi, c'est quand j'ai vu le 2, ça m'a énormément surpris. Est-ce que tu avais vu le premier avant? Ouais, en fait, moi, c'est un peu comme Alexandre, c'est-à-dire que je les ai vus dans l'ordre parce que, un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un magnétoscope pareil, pas avant que j'ai une douzaine d'années, donc en 1990, un truc comme ça. Okay. Et en gros, du coup, c'est pareil, c'est grâce à mon frère, tu vois, qui m'a vraiment initié. Et le 2 m'a énormément surpris, parce que pour le coup, je ne m'attendais pas du tout à un changement de ton aussi radical. Carrément. Et en même temps, moi, le 2, il m'a éclaté, en fait, parce qu'en fait, j'ai toujours eu une passion très, très forte pour les comédies horrifiques. Ouais. Et en fait, il y avait vraiment dans le 2 des éléments comme ça, quoi. C'est-à-dire de délire presque cartoon. Ah ouais. Ça part, tu vois, c'est assez hystérique et tout. Et le travail sur la couleur aussi, tu vois, ça pète de partout et tout. Il y a quelque chose de très beaucoup plus fun. Ah oui, c'est tellement que différent. Le premier qui te glace la moelle épinière, tu vois. Le premier, tu regardes le film, t'es un documentaire. De bout en bout, quoi. Tu sais pas du tout ce que tu vois, ce que tu reçois, et donc tu sais pas comment l'analyser. Alors que le 2 est beaucoup plus codifié, c'est-à-dire que tu sais que tu es dans un film, tu sais que tu vois, et qu'il s'amuse avec ça, et dès le début, dès l'ouverture du film, et donc et moi j'ai toujours eu un vrai amour profond pour les films d'horreur comédie, c'est-à-dire les films de Sam Raimi, de Peter Jackson. Ah oui, Brain Dead. Voilà, c'est Brain Dead. Moi, c'est une des cassettes que j'ai le plus fait tourner dans mon magnétoscope. Evil Dead 2, ça a été pour moi vraiment un choc. Et donc du coup, moi, quand j'ai vu ce film, je l'ai aimé pour ça, quoi. Ouais. Et donc du coup, c'était pour la surprise, pour le côté ah putain, mais je pensais vraiment pas que ça allait être ça. Je pensais que ce serait une suite vraiment dans le même état d'esprit que le premier. Et donc c'est pour ça aussi que ça m'a plu, c'est parce que ça en fait, ça provoque quelque chose qui est maintenant évidemment de plus en plus rare, plus on avance en âge, mais c'est de se faire surprendre par un film. Exactement. Et de se faire prendre par la main, tu vois, et de ne pas savoir ce que tu vas voir et dans quel univers tu vas. Et donc, de commencer un film et de te dire, mais putain, de scène en scène, j'arrive pas à anticiper l'action, quoi. Et ça, c'est un truc que procure Texas 2, quoi. Ce côté de dire, qu'est-ce qui va se passer dans 5 minutes? Dans 5 minutes, ça n'aura rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Et plus ça avance, plus c'est fou, quoi.
Oui, puis c'est d'autant plus surprenant parce que c'est le même réalisateur. C'est ça, c'est tellement rare qu'on a un réalisateur qui peut continuer son histoire, puis qui décide de faire un 180 degrés, puis d'amener ça complètement ailleurs, même s'il y avait quand même quelques touches d'humour dans l'original, on s'entend. Look what your brother did to the door. Le personnage du cook, il est génial dans le premier. Puis là, il revient en plus. C'est un des seuls qui a pu reprendre son rôle. Puis c'est de la belle folie. Puis on parlait tantôt, Alex, Chop Top. Chop Top, c'est Bill Moseley, il n'a jamais été capable d'égaler ce rôle-là, même si Rob Zombie. Ah, si, quand même, chez Rob Zombie. Ouais. Oui, Devil Rejects, pour moi, c'est son meilleur. Il n'a jamais été capable, Zombie, en tout cas, à mon sens, de retourner à ce niveau-là de greedy, de salaud, de malaise. On dirait que des fois, il essaie de trop d'en faire, puis j'en ai un peu marre de voir sa femme qui pas mal joué dans ses films. Elle est très jolie, mais c'est pas une grande actrice, même si Toby Hooper il a fait faire jouer un petit rôle dans Toolbox Murder. Mais justement, parlons un peu de... moi, je fais du coq à l'âne, mais on rebondit sur Leatherface un peu. Je trouvais qu'il y avait un feel, à un moment donné, dans le côté road movie. Tu parlais de Badlands, Julien, quand on s'est parlé en juillet. Mais j'ai aussi vu le côté un peu... c'est peut-être inconscient, mais Devil Rejects, il a essayé de faire quelque chose dans ce genre-là aussi, Rob Zombie. Mais j'ai vu aussi, en réécoutant Leatherface, beaucoup de Natural Born Killers, qui est un film que moi, j'ai adoré dans les années 90. Je l'ai vu 3 fois au cinéma. Je faisais jamais ça. Oliver Stone, c'est génial. Puis évidemment, c'est un scénario de Quentin Tarantino. Mais ce film-là, puis je trouvais que le personnage de la folle, j'ai oublié son nom, brûlée, qui fait du sexe dans votre film, me faisait vraiment penser à Mallory Knox, une espèce surtout dans le diner aussi. Là, on a la folie, le riot dans l'espèce de maison de fou. Il y avait un vibe, puis j'étais vraiment content de retrouver ça, parce que cette folie-là dans le cinéma, à grand budget, je ne sais pas, c'est pas un immense budget qu'ils avaient eu, mais quand même un budget conséquent. Confiant. mais Natural Born Killers, vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous a parlé quand ça a sorti dans les années 90? Écoute, moi, étrangement, j'ai jamais été très fan du film. OK. Vraiment. Tu sais, je l'ai vu en salle quand il est sorti. Ouais. Je l'ai revu après en vidéo. Je crois qu'il y a même deux montages différents, je crois. Ouais. Mais bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai jamais trop pété les plombs sur ce film, honnêtement. Okay. Même j'adore Oliver Stone, mais c'est pas du tout mon film d'Oliver Stone préféré. Tu vois, même si j'adore Juliette Lewis, j'adore Woody Harrelson. C'est Juliette Lewis. Hier soir, j'ai revu Cape Fear. Ah oui. Et Juliette Lewis dedans, mais je me disais, mais qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle joue bien et tout. Donc j'adore l'actrice, il n'y a pas de problème, tu vois, mais bizarrement, elle en faisait trop là-dedans, Killers, je sais pas, j'ai jamais trop accroché. Okay. Alors que, par exemple, The Devil Rejects, c'était vraiment une vraie référence assumée avec Julien pour Leatherface. Quand on a vu qu'il y avait un vrai côté road movie, donc c'était comme Julien te l'avait dit précédemment, c'était Badlands pour nous. Il y avait aussi Virgin Suicide dans l'approche de la photographie et du naturalisme qui nous intéressait beaucoup. Et évidemment, Devil Rejects, parce que nous, on est des fans absolus de Rob Zombie, en fait. Tous ces films. Ah ouais, franchement, il n'y a pas. Même les films les plus décrits, nous, on les aime, comme 31 ou Through From Hell. Tu vois, nous, et on est surtout très, 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 très fans de Lords of Salem. Qui est pour nous un chef-d'œuvre absolu. Quoi. Il faudrait absolument que je le revisite. On dirait que, je ne sais pas, ma relation avec Rob Zombie est compliquée. Je suis un fan du musicien à la base. White Zombie, c'est un truc avec Pantera qu'on parlait tantôt. C'était super. Exact, Astro Creep, ces 2 albums-là, j'ai capoté. Évidemment, je l'ai suivi aussi avec ces trucs solo qui est un peu plus électro. Mais quand House of 1000 Corpse, on a commencé à entendre parler de ça, c'était déjà une légende avant même qu'il sorte, parce qu'on sait Universal ne voulait pas le sortir, c'était trop gore, c'était trop trash, c'était trop élevé. Puis quand j'ai fini par le voir, j'ai été déçu.
Mais j'étais fâché d'être déçu. Je voulais tellement l'aimer. Tu sais, c'est ça, c'est compliqué. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Les attentes, tu les mets où? Puis là, j'avais réussi à avoir un bootleg de quelqu'un qui avait une copie de travail avec justement les numéros là, qui défilent en bas. Là. Le timecode, hein. Oui, puis là, sur VHS, puis là, j'avais écouté ça avec des amis, là, on était hypés, puis on écoutait ça. C'est un vidéoclip de White Zombie d'1h30. J'ai vu les influences. Je suis fan du gars. Tu sais. Puis, comme nous, il connaît tous les films. Il a tout vu. Il sait en discuter, tout ça. Puis, on dirait qu'il a voulu faire son Texas Chainsaw Massacre Funhouse en un film avec des acteurs les victimes. Moi, j'aime ça m'attacher un peu aux victimes pour qu'il y ait vraiment une charge émotive quand ils meurent. On veut ça. On veut avoir peur qu'ils meurent. Mais là-dedans, en tout cas, moi, je ne le vivais pas. Devil Reject, ça a fonctionné pour moi. Mais après ça, je ne sais pas. Faudrait que je revoie Lord of Salem. Mais oui. Qu'est-ce que j'aime avec votre Leatherface aussi, c'est qu'il y a on passe beaucoup de temps le jour, au soleil. Puis, même si on était en Bulgarie, on a quand même le feel, l'Amérique profonde, le Texas, il fait chaud, ça pue, on sue. Là. Ça fait longtemps que la franchise n'avait pas été là, parce que les remakes de Michael Bay, le premier, The Beginning aussi, on était beaucoup dans des trucs très, très la nuit, même aussi à partir de Leatherface, Texas Chainsaw Massacre 3 de 90, c'était un slasher. Est-ce que vous l'avez aimé, ce film? Ah ouais, moi j'aime beaucoup. Moi. De Jeff Burr. Ah ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans ce film-là, Alex? Bah écoute, justement, c'est un peu pour la même raison pour laquelle on aime le 2. Tu vois, le 1 et le 2 sont tellement différents. Et puis le 3, même si c'est plutôt Toby Hooper, hélas. Mais je trouve que Jeff Burr, moi, alors c'était impossible de reprendre la relève après Toby Hooper. Il fallait être suicidaire. La barre était haute, ouais, carrément. Et je trouve que le film est très humble. Et c'est un petit film très modeste, je trouve, qui ne se la raconte pas du tout, tu vois, qui n'est pas prétentieux du tout. Mais qui fait parfaitement le boulot, quoi. C'est-à-dire que justement, il amène un côté très aride à la saga, alors que le premier et le 2 ne sont pas finalement des films de désert, alors qu'on croit que c'est des films très désertiques, très, très arides, Massacre à la tronçonneuse, alors qu'ils sont plutôt verdoyants, les deux premiers. C'est vrai. Et le 3, d'un coup, c'est le désert absolu, et puis le mec te réinvente Leatherface, tu vois, avec un nouveau look, moi je le trouve très réussi. Ouais, il a l'air d'un métalleux. Des nouveaux membres de la famille, dont Viggo Mortensen, des choses comme ça. Donc, tu vois, c'était super. Mais je me souviens surtout, moi, que j'avais tellement adoré le teaser qui était sorti avant avec Excalibur. Tu vois, c'est génial. Déjà, j'aimais le film rien que pour le teaser. Je suis dit, c'est génial ça. T'as une tronçonneuse qui sort du lac. C'était un beau coup de marketing. Gravé dessus, et tu fais, c'est génial. Et donc, je trouve que le 3, en fait, surtout après en version uncut, comme il est sorti en France, tu sais, où il y avait un peu plus de plan gore, même si. Unrated, Unrated, mais tout n'était pas visible parce qu'on n'a jamais vraiment vu la mort complète de Ken Foree, justement. De Ken Foree, of course, bien sûr. Ouais. Et même, il y a beaucoup de plans coupés sur la petite fille qui était censurée de partout. C'est la fille de Leatherface, à la base. Ouais, voilà. Donc, le personnage était complètement censuré. Dès qu'elle buvait du sang, etc., tout a été coupé. Donc, dommage. Film, moi, j'aime beaucoup ce film. Ouais. J'aime bien Jeff Burr. Tu sais, j'aimais beaucoup son Night of the Scarecrow. Il avait fait, ou Scarecrow tout court, je ne sais plus comment il s'appelait son film, mais qui était un vrai bon film d'horreur aussi, très old school, très années 80, mais comme j'aime. C'était pas lui qui avait fait aussi The Stepfather, ça se peut-tu? Je me trompe peut-être. C'est possible, ouais, je crois que c'est lui, ouais. Mais moi aussi, j'ai beaucoup aimé Texas Chainsaw 3. Donc, évidemment, c'était dans le moment où le slasher boom, là, il y avait des films qui sortaient en série. Puis dans le Fangoria, dans Mad Movies, on avait ça, front and center, on avait des posters. C'était juste le bon moment de fan de slasher. Puis là, après ça, Kim Henkel est arrivé avec son The Return of the Texas Chainsaw Massacre, The Next Generation, qui a pris 4 ans à sortir. Toi, Julien, t'en as pensé quoi quand t'as vu ça? Moi, Next Generation, c'est pour le coup, j'avais pas trop accroché.
C'est peut-être celui que j'ai le moins revu d'ailleurs. Ouais, tu vois, parce que j'étais resté sur une. Tu vois, il m'avait déçu à l'époque. Et donc, du coup, moi, je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Alex sur le 3. Et moi, pour le coup, le 4, ouais, c'était. Moi, j'avais juste kiffé le look de Leatherface. Ouais. Qui pour le coup, là on parlait de se faire surprendre et tout, d'avoir toujours un truc, tu vois, qui t'emmène vers un terrain que tu n'avais pas connu, que tu n'avais pas anticipé, pardon, et tout, et ça m'avait plu. Mais sinon, non, j'ai pas grand-chose à en dire parce que je m'en souviens pas très bien, tu vois. Je te dis, c'est pas celui que j'ai le plus vu. Non, moi non plus. Et donc, du coup, tu vois, j'ai un souvenir un peu nébuleux, donc je veux pas, tu vois, voilà, je peux pas rentrer vraiment dans le détail parce que je te dis, c'est pas grave parce que c'est un peu normal, parce que c'est un peu le film qui est le plus oubliable de la franchise. On s'entend. Et mine de rien, il y avait quand même Matthew McConaughey et Renée Zellweger. Hein. Et Zellweger, ouais. C'est un peu dommage. Hein. Ils ont un peu été gaspillés. Ça a été un peu réalisé, un peu tout croche. C'est mal filmé, c'est mal monté. C'est un peu dommage. Il y a des idées complètement folles. Surtout la fin aussi. Ouais. Avec la limousine et le. Oui, le dude avec les piercings. Figaro, tu sais. Ouais. Pour vrai, c'est un Figaro. Qu'est-ce qui se passe? Puis, c'est ça, cette franchise-là, c'est vraiment un mauvais jeu de mots de dire qu'elle est en dents de scie, mais c'est vraiment vrai. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, puis les timelines, un peu comme Halloween, on réinvente les timelines toujours. Ah ouais, bien sûr, ouais. Et puis, après ça, bon, il y a eu les remakes. Le remake, moi, pour vrai, je l'attendais avec une brique puis un fanal, puis j'ai été agréablement surpris du ton, de la production value, de l'effort qui a été mis dans le détail aussi. Je ne suis pas très fan du masque en tant que tel, mais je trouvais que Andrew Bignarski, je crois, une stature, un type de 7 pieds, il ajoutait quelque chose du danger au personnage. Est-ce que vous l'avez aimé, vous, le remake? Bien sûr. Ouais. On a tout vu, hein? Ben oui, mais il faut. Une question, Christophe. Non, je sais. Mais, et puis c'était à grande époque Jessica Biel aussi. Oh oui. Non, c'était plaisant de suivre Jessica Biel, justement le plan qui a été repris, hein, le fameux plan de on se rapproche de la maison. Vous l'avez refait aussi dans Leatherface, hein, avec la grange. Oui, bien sûr. Grange, ouais. En fait, le Nispel, il y a plein de gens qui lui ont craché dessus. Ouais. Tu vois, mais pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que, tu vois, c'est un petit peu c'est un peu les gardiens du temple, quoi, tu vois, de dire ah mais non, tu vois, un massacre, il doit pas y avoir ça, il doit y avoir ça, mais ça doit pas se passer comme ça. Et tu vois, et tu dis mais pourquoi? C'est-à-dire que tu vois, on en revient au débat sur les remakes. C'est-à-dire, tu dis mais ça n'efface pas les précédents films, ça n'efface pas l'original. Au moins, enfin tu vois, moi ce que j'avais aimé, c'est qu'il y avait au moins une tentative de Enfin, moi, à l'époque, je l'avais beaucoup aimé parce que ça marchait pas sur les plates-bandes, tu vois, du Hooper. Et on était sur quelque chose de beaucoup plus qui était très années 90. Hein, tu vois, alors on était au début 2000, mais dans l'esprit, tu vois, il y a un côté, je trouve, on revenait à une horreur aussi un petit peu sérieuse et tout ça, même si ça restait léger et pop, tu vois, c'était pour le coup, ça avait vraiment la gueule d'un slasher, tu vois, mais il y avait un côté quand même, je trouve, assez sérieux, qui prenait le sujet au sérieux, en fait. Ouais. Et tu vois, c'était, tu vois, le personnage, comme tu dis, tu vois, il était à nouveau menaçant, c'était vraiment une bête et tout, il était énorme, le Leatherface et tout, et Briniarski, là, ça, ouais. Et hey, le shérif Hoyt, hein? Quel coup de génie, le casting de Lee Army. C'était fou, hein? Tu sais, sérieux. Puis le fait aussi d'avoir joué avec la notion de famille, parce que bon, c'est quelque chose qui est toujours là dans tous les films, sauf que là, ça a été, je trouve, bien intégré dans le côté communauté weird de freaks, que les gens se connaissent dans les trailer parks, tout ça. Puis ce dude-là, le shérif, qui n'est pas le shérif, c'est, en tout cas, moi, là, c'est un beau petit. Il est arrivé tard là, dans la franchise, mais lui, il est inoubliable. On est tous fans de Full Metal Jacket, évidemment. Bien sûr. Mais t'as raison, il est devenu un des personnages
marquants de la franchise. Tu vois, ça, il fait partie des personnages que tu retiens, quoi. Puis, à quelque part, tu sais, ils ont essayé aussi d'insérer, tu sais, on voyait dans ce film-là un vrai amour pour la franchise. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, tu sais, qui ont été comme un peu insérés, réimaginés. Comme, tu sais, le personnage du shérif, ben, c'est un peu lefty, mais pas vraiment. Tu sais, l'uniforme, tu sais, le look, tu sais, du ranger, du shérif. Comme vous, tu sais, le personnage, il reprend un peu votre personnage, justement, là, que Stephen Dorff joue. Ben, il faisait penser à Lefty, mais un petit peu à Hoyt aussi. Tu sais, ça aurait pu être ce que Hoyt serait devenu s'il avait décidé de tourner sa chemise de bord. Donc, vraiment, mais j'ai pas beaucoup de critiques à faire. Ce remake-là, je trouve que c'est comme ça qu'on devrait faire un remake. C'est un bon exemple. Puis, ouais, c'est vrai. Aller chercher Daniel Pearl, en plus. Quel beau hasard que ces gars-là travaillaient déjà ensemble là, sur des vidéoclips. Ouais, ça, c'est incroyable, ça. Et puis surtout, et Daniel Pearl, il se réinvente, quoi. Parce que la lumière qu'il fait dans le Nispel, elle est, tu vois, elle est vraiment radicalement différente de ce qu'il a fait sur l'original, quoi. Tellement. Il a pu justement amener ça carrément ailleurs. Tu sais, c'est pas le même film. Évidemment, bon, on est dans la HD en 73 quand ils ont filmé ça. C'était du 16 mm. Hein, tu sais, on ne pourra jamais réessayer de refaire ça. Tu sais, c'était l'époque, c'était le grain. Puis, tu sais, les versions 4K, tout ça, tu sais, quand ils nous ressortent les films, tout ça, un film de 16 mm, essayez pas de trouver du détail. On peut pas en trouver du détail. Il y en a plus. Ouais, c'est pas bon. C'est moche. Et là, nous, on a hâte de voir le nouveau. Là. Oui, ben c'est ça que je suis quand même assez curieux. Ben, on va passer rapidement les suivants, mais oui, le nouveau, j'ai peur, mais j'ai hâte. Hein, je suis un peu... je suis toujours je crois que c'est une exclue Netflix, en tout cas en France. Hein. Oui, c'est ce que j'ai vu aussi. Mais c'est ça, la franchise, après ça, bon, il y a eu l'espèce de prequel du remake. Hein. Déjà, juste dire ça, c'est un peu compliqué. Ouais, Lee Bossman. De Lee Bossman, ouais. Je l'ai trouvé correct, très gore, trop gore peut-être par moment. Puis les acteurs, j'ai eu de la misère un peu avec le casting. On dirait que... Il y avait quand même du Bird. moi, tu me mets Jordana Brewster et Dura Bird et je suis content. Hein. Ouais. T'aimes bien Fast and Furious, alors? des beaux gosses, mais des fois, comme Jessica Biel, c'est une très jolie fille, mais elle sait jouer. C'est l'avantage. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu sa série qu'elle a produit et joué. C'est quoi la série? C'est un trailer, là. J'ai oublié le nom, assez chiant. On s'en reparlera. Elle a produit une série dans laquelle elle joue le rôle principal dans la saison 1, où il y a un carnage au début. C'est elle qui tue un type de façon ultra graphique. Puis après ça, c'est l'enquête sur pourquoi le tuer, qu'est-ce qui est arrivé avant. Puis c'est un trailer super bien ficelé, mais le nom ne me vient pas. On le retrouvera. Après ça, il y a eu Texas Chainsaw 3D. Est-ce que vous êtes allé voir ça au cinéma, vous autres? Non, on l'a pas vu au ciné. Il est sorti en salle en France. Ouais. Où il n'a pas du tout marché. Mais moi, je ne sais pas de conneries. Non, moi, je ne l'ai pas vu en salle. Hein. Je l'ai vu, quand il est sorti en DVD. Honnêtement, je n'ai pas trop le souvenir la première fois que je l'ai vu parce que pour le coup, ça, c'est vraiment nul. Hein. On va vraiment un film d'abruti, quoi. Mais, il y a quand même Alexandra Daddario. Oui. Le gars qui. Ouais. Oui, c'est vrai. Une jolie fille, sauf que, bon, l'idée de base, c'est Adam Marcus, hein, le réalisateur de Le Châtiment de Jason, qui l'a écrit, mais ils ont fucké au niveau des timings, la timeline. La timeline, ouais. Ça, c'est à cause de Mazzocon. Tu verras, c'est expliqué dans le livre de Julien Cévéon. Exact. Où en fait, ils se sont dit à un moment, mais il faut mettre des téléphones portables, sinon les jeunes ne vont pas s'identifier. Et le réalisateur lui a dit, mais attends, on est en 1980 ou 85, je sais plus, tu vois. Enfin, c'est quoi? C'est 20 ans à peine après 73, donc on est en 93, quoi. Ouais, c'est ça. Elle n'a même pas 20 ans, Daddario. Non. Donc, tu es au max en 92, 93.
Ils ont tous des iPhones. Ouais, ça fonctionne pas. Oui, on le sait qu'il faut mettre notre suspension of disbelief on quand on écoute un film. Mais il faut pousser. C'est ça. C'est prendre les gens pour des... C'est de la science-fiction, le film, d'un coup. Carrément. Mais c'est fâchant parce que tu dis, ça a été fait quand même par des gens qui aimaient la franchise. C'est Adam Marcus, la façon qu'il a essayé de faire une suite directe du premier, hein. Comme on voit ça souvent de ce temps-là, avec même Halloween, on fait ça. Reconstruire la maison, d'aller chercher tout le cast survivant pratiquement du premier film, à plus Bill Moseley pour le fun. Mais... Pour rien. Non, c'est ça. Mal dirigé, donner quelque chose d'un peu de croche, puis après ça, gâcher le tout à la fin avec un Leatherface très laid. Hein? Mais très gentil aussi. Oui, oui, c'était gentil. Il est quand même plutôt gentil, finalement, du bon. D'accord. C'était Gunnar Hansen qui était revenu, non? Oui, on le voyait sans masque. Là. Ouais. Non, mais il avait un petit rôle, mais il ne faisait pas les enfants. Il avait un petit rôle. Il était revenu, mais. Il faisait Big. Boss Boss Sawyer. Ça me revient quand tu dis qu'ils avaient ramené tout le cast, c'est vrai. Je me suis souvenu qu'il était dedans. Quoi. Et comment elle s'appelle? Marilyn Burns, elle faisait Verna. Oui, exact. Donc, je suis vraiment content que vous êtes arrivé avec votre film, même si c'est le premier film que vous n'aviez pas écrit, hein, mais vous avez su réaliser quelque chose qui nous a donné un film très écoutable, même si ce n'était pas votre vision au final. Puis ça, moi, en tant que fan, ça me fâche au plus haut point, pas autant que vous, là, clairement, là, mais de ne pas avoir accès à cette version-là, de ne pas pouvoir voir votre vision. Tu sais, ce qu'on veut voir dans la vie, c'est des films qui sont réalisés par des gens qui ont une vision puis qui nous la livrent. Comme un Director's Scott, moi, je suis friand de ça, évidemment, quand les coffrets de Alien ont sorti, puis on avait accès à ces versions-là, même si Fincher n'a pas été impliqué. Ça donne un petit glimpse de « Ah ouais, OK, ça aurait pu être ça ». Les studios ont interféré, ça a donné quelque chose d'autre. Mais puis je l'ai demandé à Julien, mais il n'y a pas moyen, à un moment donné, d'avoir un Director's Cut de votre film, la Bastille Cut. Je ne sais pas à qui il faut parler. Oui. Mais vous l'avez. Mais les fans ne pourront pas le voir, c'est ça qui est chiant. Écoute, on a voulu le sortir, hein, mais avec un éditeur allemand qui voulait le sortir. Oui. C'est ça. Julien me disait que c'est une histoire de territoire. Hein. Alors, c'était une histoire de territoire et de budget, évidemment, parce que fallait quand même faire de l'étalonnage, il fallait quand même faire du mix. Mm-hmm. Il n'y avait pas d'effet truqué sur notre Director's Cut, donc fallait que Millennium remette un petit peu d'argent. Et mais nous ont dit, mais never, on s'en fout totalement. Donc, c'est fini, on passe au suivant. Eux, là, c'est les machines à saucisses. Ils ont vendu les droits après. Voilà. Non, mais écoute, nous, le film, on l'a montré à nos amis, hein, tu vois, notre cut, dont Julien Sévéon, son livre. Le chanceux. Mais sinon, les gars, oui, hein, c'est ça, peut-être un jour. Hein, peut-être un jour. Les gars, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Ça fait quand même un bout qu'on discute. C'est super cool. Des fans de cinéma, c'est tout le temps plaisant de jaser ensemble. Tu sais, puis, je vais vous le dire, je l'ai dit à Julien, Kandisha, j'ai adoré. J'ai eu tellement de fun avec ce film-là. Enfin, un bon slasher surnaturel en français. Hein? Nous, Québécois, on est contents de voir des films dans notre langue, même si c'est pas exactement la même langue. Mais pas le même accent, quoi. C'est ça, exactement. Donc, vraiment, chapeau, très cool. Puis, je me demandais si vous pouviez parler de vos projets en cours. Qu'est-ce qui s'en vient pour Maury Bostillo? Et t'as vu The Deep House? Oui, j'ai vu ça à Fantasia sur grand écran cette année. Super. Je pense que c'est le premier film que je revoyais sur grand écran après mars 2020. Ah, c'est bien, génial. Avec une foule dans un beau théâtre centenaire. Génial. Puis vraiment des belles images, vraiment, tu sais, sous-marines, creepy. Non, vraiment très cool. Mais qu'est-ce qui ça datait quand même, hein? Ces deux films-là étaient dans les cartons, on attendait le bon moment pour les sortir, les distributeurs, parce que pandémie oblige. Mais là, est-ce que vous avez recommencé à tourner? Est-ce que vous écrivez quelque chose? Avec Julien, on travaille tout le temps, en fait. Oui, tout le temps. On travaille tous les jours. On écrit tous les jours, quasiment, en tout cas. Un projet, des projets?
Alors, en fait, on développe énormément de choses à la fois parce que, tu sais, c'est un métier un peu compliqué où il y a beaucoup d'échecs, dans le sens où c'est dur de trouver des millions d'euros pour faire des films. Exact. Donc, c'est pas évident. Donc, les projets, des fois, se montent, puis après, se cassent la gueule ou s'arrêtent pendant des mois. Et donc, c'est pour ça qu'avec Julien, nous, on met jamais tous nos œufs dans le même panier, comme on dit en France. C'est-à-dire qu'on se laisse plusieurs opportunités pour essayer de faire un film. Donc, on développe plusieurs projets. Et là, donc, on est sur concrètement 2 projets qui sont en train de se monter. On espère qu'ils se feront. Un qu'on a écrit, qui est un film d'aventure, toujours avec le producteur de The Deep House, Clément Miseré. OK. Il y a un film, ça a été annoncé, donc on peut te le dire, ça s'appelle North Sentinel. C'est sur l'île de North Sentinel, justement. Très cool. Et je ne sais pas si tu connais cette île, une île qui est au sud de l'Inde, pardon, et qui est une île où tu as totalement en autarcie, qui vit totalement en autarcie, où les gens n'ont pas évolué depuis la préhistoire dessus. Parce qu'il n'y a jamais, dès que tu rentres sur l'île, tu te fais tuer. Ils veulent aucun contact avec le monde extérieur. Ils vivent comme au temps de la préhistoire. Et donc, c'est une tribu qui s'appelle les Sentinelles qui vivent sur une petite île de 70 km² qui est totalement interdite d'accès. Par les autorités t'empêchent. Il y a des navettes, c'est contrôlé, la mer est contrôlée. Et donc, eux, ils vivent comme au temps de Cro-Magnon sur cette île. Donc, on développe un film là-dessus. OK. Fait que là, ça va être un peu votre film de cannibale. Mais sans les cannibales. Tu verras s'ils sont cannibales. Hein. Je suis pas sûr. On n'a pas dit qu'ils étaient cannibales, Christophe. Ah, mais tu n'as pas dit qu'ils l'étaient pas non plus. OK. Parfait. Voilà. Parfait. Donc, et le deuxième, c'est un film qu'on n'a pas écrit, mais qu'on nous a proposé, dont on aime beaucoup le sujet, et qui est produit par, entre autres, Rafaela De Laurentiis, la fille de Dino De Laurentiis. Donc ça, c'était génial parce que donc on travaille avec Rafaela, qui est maintenant une dame d'un âge très respectable, hein, mais qui a fait l'histoire du cinéma. Oui. Tu vois, qui est sur les films de son père depuis qu'elle a 15 ans, 16 ans. Ça fait 60 ans que Rafaela, elle est au générique de tous les films de Dino De Laurentiis, tu trouves son nom. Donc, elle connaît tout le monde. Et donc, ça, c'est. Juste la rencontrer, ça doit être génial. Ouais, mais elle parle très bien français en plus, donc c'est très agréable et elle est très, très gentille. Et puis, tu sais, elle parle des stars comme nous, on parlerait de notre voisin. Elle me fait Arnold, je vais l'appeler. Et puis, elle appelle Arnold, tu vois. C'est comme ça. Ah, mais cool, donc, ça sent bon, ça sent bon. C'est drôle parce que je parlais du livre de Charles Band, Confessions of a Puppet Master, sur HarperCollins. Ça sort ce mois-ci ou en novembre, je crois. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une copie de travail puis lire ça. Puis justement, il parle du studio de Dino De Laurentiis qui a acheté à Rome dans les années fin 80, début 90. Charles Band possédait le studio de Dino De Laurentiis qui avait été fermé, tu sais, qui ramassait la poussière. Puis il a tourné un paquet de films de full moon, de films. Moi, j'adore les full moon, tu sais. Oui. Ah oui, mais vraiment. Oui, OK. Ben cool. Oui, ils ont des films très le fun. En fait, le livre est absolument incroyable. Le livre est clairement, en tout cas pour moi, en tant que fan, meilleur que tout ce qu'il a produit. Je trouve, mais c'est absolument un storyteller incroyable. C'est complètement fou. Sa vie, là, il possédait un château aussi en Italie. Il a démarré un studio en Roumanie à un moment donné. Il a acheté un manoir qui a appartenu à Liberace. Il a acheté un terrain qui a appartenu à Houdini. Tu sais, c'était un genre de real estate incroyable. Peddler fou. Puis avec tous les films qu'il a produits, ça donne un livre de 290 pages, un page turner. Là, je l'ai lu là, en 3 jours. Ça m'intéresse. Vous allez vous régaler. En tout cas, les gars, merci vraiment pour cette belle jasette sans complexe, bâton rompu, en toute honnêteté. J'aime ça, des gars qui n'ont pas de langue de bois puis qui ont toujours des beaux projets. On a bien hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient. Merci à toi, Christophe. C'est clair. Très gentil.
Et on se reparle, clairement, quand vous allez avoir des trucs plus concrets, des trucs tournés. L'an prochain, je vous souhaite que ça arrive le plus vite que possible, parce que des artistes, il faut que ça travaille, il faut que ça crée. Bah oui, hein. Donc, cool. Écoute, on fait le mieux possible. Et vous faites très bien. On se reparle, les gars. À bientôt. Quand tu veux. Merci. Salut. À bientôt, les gars. Merci beaucoup.